que vous connaissez bien dans les domaines, merci pour l'enregistrement, Théo, dans les domaines concernant les questions climatiques, bien entendu, mais beaucoup d'autres domaines aussi, on le voit très bien actuellement avec la Covid. Des défiances aussi très bilatérales entre politiques et citoyens, donc les politiques ne tiennent pas du tout, parce que les citoyens se mêlent trop de ce qu'ils font, et les citoyens, inversement, ont une confiance très limitée dans la capacité des politiques à faire des choses. Une forte complexité, évidemment, des systèmes cibles. Je voyais là sur votre page d'entrée des questions sur les problématiques de chaos sur les systèmes océan, bon, etc. Mais c'est vrai aussi à tous les niveaux dans nos systèmes socio-techniques, disons, plus territoriaux, continentaux. Une grande asymétrie aussi dans la gouvernance des solutions, c'est-à-dire qu'en fait, entre les micro-solutions qu'on est capable de mettre en place dans les plans transitionnels, dans les territoires, et puis ce qui est engagé à large échelle, c'est assez difficile de savoir ce qui est vraiment premier. Et puis en plus, on n'a pas forcément l'impression au niveau citoyen d'avoir une maîtrise de ce qui se passe au niveau gouvernemental. Il y a des dissensus forts, plus les problèmes évidemment de localisation des enjeux de changement pour maintenir des pouvoirs installés, des systèmes économiques installés, etc. Donc, en fait, finalement, un paradoxe sur le changement qui est le sentiment d'avoir des besoins de changement, puis on n'est pas certain que tout le monde en veuille vraiment, qui doit décider de quel changement, enfin, il peut y avoir une espèce d'impératif de changement qui pourrait être imposé à un certain nombre de gens. Enfin, voilà. Et donc, on est en fait dominé par ce que nous, on appelle, enfin, moi j'aime bien appeler l'acceptocratie, c'est-à-dire le fait que globalement, nos systèmes sont très, très dominés par l'idée que les solutions, ben, on les connaît, on va pouvoir les mettre en place, il n'y a plus qu'à les faire accepter par les gens. Donc, le monde de la technique, etc., a les solutions, il n'y a plus qu'à, et ça va tourner. Donc ça, c'est le contexte général. Alors, ce qui est important, c'est que tout ça s'inscrit évidemment dans une relation entre les transitions socio-techniques et puis un contexte politico-économique assez large. Donc les enjeux, les alertes, les solutions sont connus depuis assez longtemps, voire très longtemps. Si on fait un peu d'historique sur les questions de réchauffement ou de CO2, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais c'est quand même relativement ancien. Bon, moi, je m'occupe d'une revue qui date des années 60 et où on a des articles des années 60 déjà là-dessus. Bon, avec des choses qui se sont positionnées dans le champ interface sciences politiques très tôt, genre Club de Rome, et puis le travail de Meadows, Limits to Growth, etc., et puis l'émergence de l'IPCC plus tard. Mais bon, les alertes écologiques des années 60 avec Dumont et les autres sont quand même relativement anciennes, pas que dans les champs politiques. Alors le problème, c'est qu'évidemment, les transitions techniques sur lesquelles on a éventuellement des solutions sur l'énergie, les déchets, les mobilités, bon, elles sont complètement indissociables d'autres adaptations, et c'est là où les blocages se passent. Bon, c'est des adaptations sociales d'abord, sur les problèmes d'adoption collective, qui sont liés en fait à des questions de mimétisme ou d'envie. L'envie est un des moteurs des problèmes actuels par rapport à l'acquisition de technologies, la croissance des objets, etc. Donc les questions de mode. Les problèmes très forts de co-régulation, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on se met d'accord pour changer ensemble. Et derrière ça, il y a ce qui s'appelle la coveillance ou l'équiveillance, qui est le fait d'avoir un regard sur l'autre et ce que fait l'autre dans l'environnement. Tout ce qui est trait au commun, bon, même si vous êtes dans des domaines de recherche biophysique, vous avez entendu parler de tous les enjeux autour des communs environnementaux, des communs aussi dans l'espace social classique. Et puis, des enjeux très importants, bon, on est confronté de nouveau avec la Covid et le terrorisme, tout ça, sur le dilemme liberté-responsabilité, qui ont des impacts forts sur notre capacité à agir dans notre environnement. Et derrière ça, des questions sur la solidarité, qui sont des questions fondamentalement, non pas forcément de la politique, mais du politique, c'est-à-dire comment on évolue dans notre espace social. Et dernier point, la relation au long terme, avec un sentiment d'urgence pour beaucoup de gens et un positionnement difficile vis-à-vis de questions de long terme. Il y a relativement peu de domaines qui soient vraiment dans ce champ-là. On le sait pour les infrastructures en hydraulique, par exemple. On le sait aussi pour la gestion forestière. C'est les rares endroits où il y a une vraie relation au long terme aujourd'hui. Alors, côté économique, bon, c'est exactement la même problématique d'adaptation sur tout ce qui est justice sociale et redistribution. On retombe sur des choses assez similaires. Évidemment, il y a une relation très forte entre social et économique. Mais, toutes les questions énormes de régulation par les externalités, c'est-à-dire le fait, par exemple, quand on crée une taxe carbone, mais aussi créer une taxe déplacement ou les taxes masse type Schmidt-Gleick, des choses comme ça. Et puis la question d'ensemble de globalisation de l'écolo-veillance, c'est-à-dire finalement le fait
que les questions écologiques deviennent prégnantes plus fortement sans tomber dans la green economy qui est un peu une version problématique de tout ça. Alors tout ça s'inscrit aussi évidemment dans un contexte où la demande de participation des citoyens croît, ce n'est pas qu'un appel à la participation. Donc Rio 92, la Convention d'Aarhus en 98, la directive 4 sur l'eau et particulièrement la directive plan-programme au niveau européen qui repositionne la participation. Et puis en France, bon, peu de gens le connaissent, mais en 2016, on a une ordonnance importante, transversale sur le dialogue environnemental qui repositionne le dialogue environnemental en amont des projets d'aménagement et de développement, sachant qu'antérieurement, on était dans le cadre de ce qui était la succession Bouchardot-Barnier et Grenelle de l'environnement sur tout ce qui était enquête publique et conditions de participation, donc avec la mise en place de la Commission nationale de débat public et de ces formes de déploiement. Le problème, c'est que ça a un impact décisionnel limité, les administrations s'en sont très peu saisies. Il y a peu de domaines en France où l'ordonnance de 2016 soit réellement mise en place, et puis elle a déjà été contestée avant même d'avoir été vraiment mise en place. Et a fortiori contestée dans le contexte Covid, où alors là, on a autorisé les opérateurs à faire à peu près n'importe quoi sans contexte. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez vu aussi la loi ASAP, qui met relativement à mal les clauses de contrôle sur le fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là ? Eh bien, il y a beaucoup d'approches possibles. Je vais en citer quelques-unes que vous allez immédiatement identifier du point de vue des apports scientifiques. Donc, la première dimension, bon, c'est tout ce qui concerne l'observation de l'environnement et des systèmes socio-environnementaux, donc la production de connaissances sur cette situation, son évolution. Donc, j'ai mis situation et sa dynamique, hein. Et évidemment, c'est déterminant. Donc, comprendre comment le monde marche, si on veut, hein, au niveau environnemental, quelles sont les causes de tel et tel phénomène observé et problématique. Mais ça s'étend aussi, évidemment, par exemple, aux questions actuelles de santé publique. Donc, premier domaine. Donc, c'est un domaine quand même analytique qui est relativement distancié d'une action. Enfin, en gros, c'est une approche scientifique qui dit on va produire des connaissances avérées ou les plus avérées possibles, ou on va essayer de maîtriser, de qualifier les incertitudes, et on va donner ça à des décideurs et ils doivent s'en débrouiller. Donc, la deuxième approche, elle est plus technologique, hein, c'est globalement tout ce qui concerne les solutions technologiques sur énergie, stockage de l'énergie, hein, c'est des gros enjeux actuels, de production énergétique, toutes les questions de santé qu'on voit à fond en ce moment avec le Covid, la mobilité écologique, enfin, c'est pas là, je peux citer des multiples solutions, mais enfin, en gros, c'est je produis des solutions sur un problème donné à partir de ma recherche. Une troisième approche, c'est tout ce qui va concerner en gros l'économie, donc aider à comprendre, organiser, réguler l'ensemble des échanges économiques. Alors, EDA étant quand même fortement dominé par l'idée, de nouveau, de produire des connaissances, les mettre à disposition des décideurs politiques et à eux de s'en saisir parce que notre système démocratique est organisé comme ça. Quatrième approche, donc c'est plus centré vraiment sur les questions sociologiques, anthropologiques, voire historiques et culturelles, ou de psychologie sociale, par exemple, donc, voire neurologique d'ailleurs, pour certains travaux actuels. Donc, analyser les raisons, les conditions du changement ou du non-changement social. Donc là, c'est comprendre... Alors, c'est lié à l'économie, c'est lié au reste, mais c'est quand même centré fortement sur les processus sociaux ou individuels humains. Mais de nouveau, c'est la production de connaissances avec tous les champs de publication descriptives. Donc, on est dans les champs d'intervention qui sont essentiellement analytiques et descriptifs. Et puis, il y a une cinquième approche qui est donc celle qu'on essaie de suivre, qui est d'inventer, de valider opérationnellement des stratégies pour essayer de mobiliser finalement les 4 premiers domaines. Donc, étant acquis que des connaissances sont produites sur l'environnement, qu'il y a des solutions technologiques, qu'on connaît des choses sur l'économie, le social, etc., bon, finalement, comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose qui a une chance de faire bouger les lignes pour nos différents systèmes cibles. Donc, ce que nous, on va mettre dans le domaine de l'ingénierie du changement sociotechnique en tant que tel. Alors, évidemment, ça pose une question pour nous, chercheurs, qui est dans quelle discipline académique on se situe. Bon, ce n'est pas complètement évident de répondre à cette question. On est quelque part entre les sciences de gestion, les sciences politiques et le bricolage. Il faut tout à fait l'admettre parce qu'on est complètement obligé de travailler dans des contextes qui sont très peu contrôlables, où on est obligé d'intervenir quand même. C'est la différence par exemple avec les systèmes climatiques, où vous faites de l'analyse sans forcément faire d'intervention pour votre analyse. Bon, il y a des micro-expés que je peux lire à droite à gauche en matière de climat, mais globalement, on est plutôt dans les dispositifs où on est obligé de rester... Nous, on doit mettre les doigts dans le cambouis et intervenir pour que ça soit valide, nos approches.
Alors, la position scientifique dans cet espace-là, c'est l'ingénierie de la décision participative avec spécifiquement une approche par la modélisation participative. Donc, je vais décrire un petit peu ça. Hein. Donc, ce qui va nous intéresser globalement, c'est la décision participative plein de choses, donc multi-acteurs, multi-niveaux, multi-enjeux, multitemporalité, dans laquelle on va essayer de faire co-construire et engager des approches de changement. Donc, il s'agit, notre juge de paix en termes de production des connaissances, c'est effectivement la production du changement. Quel changement? Donc, forcément, on va le voir d'ailleurs après, le suivi-évaluation des impacts transformatifs est fondamental pour pouvoir qualifier notre travail, mais il est aussi fondamental dans les processus sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire que finalement, des gens qui sont en train d'essayer de mettre en place une nouvelle technologie, ça va les intéresser de savoir jusqu'à quel point cette technologie elle est appropriée au sens les acteurs se la sont appropriés. Est-ce que c'est simplement surfacique parce qu'on a mis, comme ça a été le cas par exemple sur les premières phases de conversion à l'agriculture biologique, des aides économiques qui rendaient ça facile, ou est-ce que c'est beaucoup plus profond et que finalement, si on arrête de donner des aides économiques, ça va continuer? Alors tout ça, ça s'oppose fortement à un autre champ de participation qui est relativement dominant et problématique, qui est celui de la participation communicative. Donc en gros, il s'agit de faire du blabla sur quelque chose qu'on est en train de faire, et on va faire semblant d'une certaine façon de faire participer avec des choses qui restent limitées. Alors, dans les classifications des spécialistes en participation, on a ce qu'ils appellent la célèbre échelle d'Arnstein sur la participation, et on a les phases limitées de participation, on a de l'information, bon. Et puis on arrive à des endroits où on va effectivement aller vers de la codécision, et c'est ce qui nous intéresse, et cette codécision, on essaye d'aller jusqu'aux citoyens, parce que c'est là où des choses peuvent bouger aussi. Voilà. Donc pour nous, il va falloir qu'on trouve des solutions, enfin qu'on aide à trouver des solutions pour faire en fait, puisqu'il ne s'agit pas simplement de faire dans un petit coin, mais il faut que ça puisse, il faut qu'il puisse y avoir une extension sociale et proposer des conditions de ce qu'on va appeler l'autonomisation du changement. Pourquoi autonomisation? Parce que si pour que les choses changent, il faut sans arrêt intervenir, eh bien c'est ni extensible au niveau social, ni durable. Donc en fait, il faut trouver des mécanismes par lesquels le changement il va être pris en charge en fait finalement par les acteurs eux-mêmes. Alors je ne dis pas qu'on a tous les solutions ultimes, hein, sinon ça se saurait, mais on essaye. Donc c'est une recherche très appliquée sur la construction, pilotage et l'impact des processus décisionnels. Et ça s'oppose, bon évidemment, enfin ça s'oppose, pas une opposition, ça vient compléter les approches analytiques descriptives qui sont plus distanciées de l'action. Donc que ce soit pour décrire les systèmes climatiques mondiaux, ou les systèmes agricoles locaux ou autre chose. Mais en tout cas, l'idée c'est que pour que ça puisse être valide, il faut qu'on ait prouvé par l'action réelle que ça fait quelque chose et quoi. Alors, donc l'ingénierie des processus, c'est l'objet de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, la façon finalement, donc, alors quand je dis ingénierie, c'est co-ingénierie de ces processus. En fait, c'est-à-dire la façon dont ces machins, ces dispositifs nouveaux sont coproduits par les acteurs, etc. Et comment ils sont mis en œuvre, ça finalement c'est l'objet de nos recherches, puisque c'est ce qu'on cherche à prouver et développer. C'est structurellement interdisciplinaire, ou adisciplinaire à la limite, mais c'est un problème. Bon, c'est plutôt une discipline qui est en cours en émergence. Nous, formellement, par exemple, on s'appelle modélisateur. C'est un peu un accident de l'histoire, mais c'est comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de modélisateurs parmi vous, mais pas de la même chose. Enfin, c'est toujours comme ça que les choses se sont développées. Donc la validation, pour nous, elle passe donc par une épreuve sur des terrains sociopolitiques réels. On va le voir rapidement après, hein, dans le schéma. Et les décisions qui nous intéressent sont des décisions qui, normalement, vont jusqu'à la phase de mise en œuvre. Donc, on essaye d'aller jusqu'au moment où un certain nombre de changements sont effectivement produits, pas simplement dans les esprits, mais aussi dans les faits, donc dans les pratiques et dans l'environnement. Alors, ce n'est pas souvent le cas, il faut bien l'avouer, tout simplement aussi parce que nos temporalités de projet sont malheureusement souvent assez limitées, comme pour tout le monde, puisqu'on est confronté au même problème que tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut bien financer tout ça et le mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement que la question de recherche qui nous intéresse? Elle va se former dans les termes suivants, et je vais revenir un peu dessus. C'est quels sont finalement les métamodèles ou les méthodes qu'on va fournir aux acteurs, qu'on va leur mettre à disposition. Donc, c'est à nous de créer ces métamodèles, ces méthodes, pour leur permettre de co-construire et d'utiliser des modèles en appui à leurs étapes décisionnelles, avec comme juge de paix l'efficience, c'est-à-dire le fait de produire effectivement un changement multicritère, donc que ce soit sur l'environnement, sur les personnes, etc., sur la faisabilité de ce changement, donc s'il ait réellement lieu, et sur la durabilité, c'est-à-dire est-ce que, ce n'est pas la durabilité au sens classique du développement durable, mais c'est la durabilité au sens que ça tient la route et que ça persiste après qu'on soit intervenu d'une certaine façon.
Et donc, en fait, il y a de façon sous-jacente un truc important qui est la notion de, non pas forcément seulement d'artefacts ou d'objets intermédiaires, comme on le dit dans nos domaines de gestion. Donc, on parle souvent d'objets frontières, d'objets intermédiaires, mais là, en l'occurrence, de processus intermédiaires. Et c'est ce processus de comodélisation qui permet aux acteurs de d'abord se rencontrer, puis produire des connaissances, les partager, en sachant que parmi les acteurs, il peut y avoir des scientifiques, il peut y avoir des experts technologiques, il y a des politiques, etc. Donc, quand on parle des acteurs, c'est au sens très large du terme. Et donc, ce domaine-là est important pour nous dans le système. Donc, l'approche couplage, elle se positionne comme ça. Donc, couplage, en fait, c'est un agrégat, c'est une suite de méthodes et d'outils sur lesquels on travaille. Bon, c'est un acronyme que vous voyez ici, mais globalement, il s'agit pour nous d'inventer, mettre en œuvre, évaluer, transférer des méthodes et des outils pour accompagner les acteurs dans leur coopération, etc. Alors, gestion et gouvernance de l'eau, oui, parce que c'est notre cadre de mission central, mais en réalité, sur tous les projets qu'on a conduits, c'est un point d'entrée dans le territoire, et en fait, on traite des problèmes très, très variés, d'emploi, de santé publique, de biodiversité, d'énergie, etc., ou de solidarité entre système urbain et système rural. Alors, ce que vous voyez, le schéma au milieu, c'est en fait le cycle décisionnel complet sur lequel se place le schéma couplage en fonctionnement, et c'est d'ailleurs celui aussi qu'on instrumente, et où viennent se brancher, se plugger, si vous voulez, un certain nombre d'éléments méthodologiques. Donc, ça va de la préparation de la participation, on va y revenir, comment est-ce qu'on fait préparer aux acteurs leur propre dispositif participatif. Ça inclut tout ce qui est diagnostic, état des lieux, avec la notion de ce que nous on appelle panorama, donc avec des outils attachés à cette notion de panorama. La prospective, que vous connaissez, mais sous des formes un peu variées, ça peut être la prospective, projection vers le futur, comme on l'a en prospective classique, future visioning, foresight, etc., ou des choses qui vont davantage vers une prospective sociale avec des enjeux participatifs différents. La formulation des préférences et des objectifs pour les acteurs. La planification, c'est-à-dire l'élaboration de stratégies complexes et l'évaluation de ces stratégies complexes. Donc, par stratégie complexe, ça peut être des stratégies territoriales qui incluent plusieurs centaines d'actions dans le territoire. Donc, c'est la différence avec le fait de dire il faut mettre des cellules photovoltaïques sur le toit, ça c'est une action. Mais ça va s'inscrire pour nous dans des espaces beaucoup plus larges d'intervention et d'action. Et puis, donc, derrière la priorisation, donc, finalement faire des choix, choisir, et le portage. Et ça se fait historiquement pour nous beaucoup en présentiel pour des raisons pragmatiques essentiellement, surtout qu'on a largement plus de la moitié de nos activités en Afrique et en Asie, dans des pays en développement. Mais évidemment avec un complément numérique et en particulier des travaux plus récents sur l'informatisation de tout ça, sachant que c'est aussi un des éléments de notre origine méthodologique, ce travail. Donc voilà un peu le cadre général de couplage. Alors je vais rentrer un peu dans le cœur de l'affaire. Donc les acteurs concernés, c'est tous les acteurs pour nous. Donc ça va être les concepteurs et les pilotes de processus participatifs, les élus, les citoyens et les citoyennes, les gestionnaires, les acteurs économiques, les ONG, etc. Donc, ça va dépendre des contextes, évidemment, mais on essaye d'avoir tout le monde un peu dans le même processus, et on a développé, je l'avais publié ça il y a assez longtemps, le Shared Room Principle, le principe de l'espace et de la salle partagée. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour co-organiser des processus parallèles qui, à un moment donné, vont se rencontrer avec un cadre commun. Évidemment, le numérique intervient là-dedans de façon critique. Et en fait, on retrouve des étapes différentes. Bon, la première étape, c'est permettre finalement de démarrer le processus avec du suivi-évaluation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de permettre aux acteurs de décider finalement qu'est-ce qui est en jeu dans un processus. Quels sont les changements, les indicateurs et les différents éléments de transformation qu'ils veulent obtenir. Donc, il y a un premier débat finalement à soutenir vis-à-vis de qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qu'on doit garder. Et ça va permettre derrière, ça va leur permettre de copiloter leur processus en connaissance de cause. La deuxième dimension, c'est la préparation de la participation elle-même. Et finalement, c'est l'organisation du processus participatif. Donc, leur permettre de choisir leur processus, d'engager les acteurs, de dire est-ce que les citoyens doivent être partie prenante ? Comment ils doivent être partie prenante ? Et puis d'organiser tout ça.
L'étape suivante, je l'ai dit, c'est la partie diagnostic, observation. Donc, par exemple, tout ce qui va concerner discuter et prévoir des observatoires et des données. Donc, un observatoire ou des sciences participatives que vous connaissez par ailleurs, et vous voyez que je ne parle pas ici stricto sensu de sciences participatives, c'est un dispositif qui le plus souvent est piloté par des scientifiques ou éventuellement par des techniciens. En l'occurrence, là, il s'agit par exemple de faire co-concevoir des processus d'observation participative par les acteurs eux-mêmes, par les gens. Donc, demander finalement aux citoyens ce qu'ils veulent observer et pourquoi. Donc ça, évidemment, pas tout seul, en lien avec des scientifiques et des techniciens, mais pour leur permettre de ressaisir l'insertion de la connaissance dans leur dispositif. Du diagnostic de gouvernance avec de la modélisation, et puis des outils sur lesquels on est assez connu, qui sont tout ce qui concerne en fait la conception de modèles et de jeux de territoire par les acteurs eux-mêmes. Donc là, il ne s'agit pas d'arriver et de poser sur la table voici le jeu qui va résoudre tous vos problèmes, mais non, ça va être voici les outils avec lesquels vous allez pouvoir construire un modèle de votre territoire qui va vous permettre de régler vos problèmes. Donc, il s'agit bien de leur permettre de co-construire des modèles de territoire, d'explorer les futurs possibles. Cadrer les préférences avec une focalisation pour ce qui nous concerne sur les problèmes de justice sociale et de justice distributive, donc essentiellement le partage des ressources. Donc c'est de façon relativement simple, comment mettre sur la table les principes de partage que les acteurs ont au départ. Pas forcément la finalisation de la décision de partage, il ne s'agit pas de dire toi mon gars tu vas avoir tant d'eau à la fin de la journée, mais qu'est-ce qui doit nous permettre de nous mettre d'accord sur le partage, qu'est-ce qu'on a en tête quand on envisage le partage, est-ce qu'il s'agit de maximiser l'utilité d'un mètre cube d'eau, ou est-ce qu'il va s'agir plutôt de donner de la flotte à ceux qui en ont besoin pour développer une nouvelle activité ou d'innover, etc., etc. Ça, c'est les principes. La planification et la conception de stratégies relativement complexes et intégrées avec des démarches qui va permettre de coller ensemble des choses qui sont assez hétérogènes, mais qui sont soumises effectivement dans l'espace de dialogue. Et puis finalement, tout ce qui est la numérisation de ces processus et leur accompagnement. Voilà l'espace de travail sur lequel on se situe avec l'arrivée au niveau du portage. Alors, je ne rentre pas complètement dans les détails ici de nos sous-hypothèses. Au niveau du temps, il est 11h30. L'idée, c'est que simplement, il faut effectivement avoir une vraie construction, une vraie participation décisionnelle aux différentes étapes. Donc, on travaille réellement sur les différentes étapes et on transfère des méthodes là-dessus. Le fait qu'on se centre sur la modélisation participative, et ça je vais insister là-dessus maintenant, que ça soit accessible effectivement à tous les acteurs, c'est ce qu'on appelle une approche post-normale, pas post-moderne, ça n'a rien à voir, mais post-normale, c'est-à-dire qu'on relégitime en fait le point de vue des acteurs sur les problèmes. Ce n'est pas pour dire que le n'importe quoi qui peut être avancé par quelqu'un va être réputé vrai, mais que par contre il a le droit d'exprimer ce point de vue et qu'en plus on est face à un vrai problème, c'est que les gens agissent en fonction de leurs croyances. Donc ça c'est une réalité, on ne peut pas la dénier. On peut dénier que la croyance qu'ils ont sur le monde soit fausse intrinsèquement, mais on ne peut pas dénier l'existence de cette croyance. Donc il faut bien en tenir compte, et donc on travaille avec ça. Et donc on essaye de produire des conditions qui vont faire qu'il y aura une confrontation et une évolution progressive autour de ça pour que ça fonctionne. Avec une notion d'objet intermédiaire que j'ai cité tout à l'heure. Donc on est amené en fait à créer des kits et des métamodèles, c'est des choses qu'on met à disposition. C'est un langage, on met à disposition un langage qui peut être un langage de modélisation sur la partie socio-environnementale, donc comment on agit dans notre environnement, mais des choses plus complexes comme la justice sociale, je l'ai dit, ou les processus participatifs. Le fait de recoupler, le fait d'affronter la complexité, une des hypothèses qu'on fait, c'est que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas essayer de découpler et de résoudre les problèmes de façon hyper réductionniste dans les coins. Il faut admettre qu'il faut se prendre de front l'ensemble. Alors évidemment, on ne peut pas prendre de front l'ensemble si on va aussi complexifier en profondeur. C'est-à-dire si on va raffiner tous les sous-processus, on n'en sortira jamais, c'est des usines à gaz. Et donc, du point de vue des critères de faisabilité et d'utilisabilité, on va se heurter à un mur. Donc, il faut trouver un bon compromis entre le fait d'avoir une vision transversale de ce que c'est qu'un territoire, de comment on fonctionne, de comment on agit, des contraintes sociales, etc. Et en même temps, d'avoir un niveau de finesse adéquat. Et vous connaissez beaucoup au niveau du jeu à quel point il peut y avoir des non-linéarités, ce qui fait que c'est assez difficile et qu'en particulier, toute forme de prédiction est globalement impossible. Donc, on est obligé de travailler simplement sur équiper les acteurs, aider les acteurs à s'équiper eux-mêmes finalement face à l'incertitude et aux phénomènes non linéaires qui peuvent exister. Et puis, dernier point, le suivi-évaluation, c'est à la fois un besoin scientifique pour produire des connaissances, mais en même temps, c'est un outil au service des acteurs eux-mêmes pour leur permettre de faire un pilotage de leur propre processus. Bon, dernière chose, on est obligé de
pour valider, on doit avoir une variété de terrains pour améliorer la généricité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a développé les méthodes qui étaient dans le tableau, enfin, dans le petit schéma précédent, en essayant de les faire utiliser. Donc, il s'agit toujours de faire, donc faire modéliser, faire créer des stratégies, faire discuter des choix de justice, faire concevoir des plans de décision. Donc, faire ensemble. Et pour ça, c'est des outils relativement simples. Vous voyez un exemple de ces outils, là, c'est Iniwag. Iniwag, c'est un kit de modélisation qu'on a développé. Alors, bon, ça a été un projet qui s'est développé progressivement avec beaucoup de soutiens divers dans pas mal de pays du monde et des partenaires projets un peu partout. Un gros boulot en Afrique, historiquement, essentiellement avec les copains du CIRAD, sur différents terrains africains, dans le Pacifique, en Australie, etc. Et puis aussi un peu en Amérique centrale, etc. Bon, beaucoup de diffusion parce qu'on travaille sur l'extension et la validation. Donc ça veut dire former des gens, ça veut dire diffuser des supports, mettre à disposition, avoir des cas d'usage et assurer de la formation. Donc, moi, je suis chercheur, comme tu dis tout à l'heure, mais je fais plus de 220 heures de formation par an. C'est développer un MOOC qui est maintenant plus que bilingue, puisqu'il est quadrilingue. Enfin, il y a 2 langues installées, il y en a 2 qui sont terminées, mais qui sont installées, etc. Et puis, en fait, ce n'est pas vraiment une équipe. Donc, l'équipe, elle s'appelle Ingénierie de la participation et de la décision. En fait, c'est un noyau et un réseau. Il y a un réseau aussi international qui s'appelle CoPlanet, où on a des porteurs méthodologiques dans les différents terrains. Alors là, bon, vous avez une petite liste de cas historiques. Donc en France, un projet qu'on est en train de terminer juste maintenant, enfin il est fini en fait, on fait la restitution, sur l'accompagnement de plusieurs terrains avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur de la participation. Vous avez tous les documents ici, je vous incite à les regarder. Il y a 5 documents importants, dont des guides méthodologiques. Ce n'est pas simplement du rapport de recherche, c'est comment faire pour. Sur ce lien, frama.link. Alors, RMC Part, les majuscules comptent. C'est case sensitive. Un très gros travail sur la Drôme, sur l'accompagnement de la préparation citoyenne de la révision du SAGE, du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, sur 3 ans, dans le cadre d'un Interreg Alpes. Différents travaux antérieurs, je passerai. Un projet qui démarre maintenant avec de nouvelles collègues en région Occitanie sur le cadrage de la participation en zone littorale. Des travaux dans diverses directions sur la réutilisation des eaux usées traitées et la faisabilité sociale. L'accompagnement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur la politique de l'eau du pays. Et puis en Afrique, dans plusieurs pays africains, beaucoup de travaux de modélisation participative, de formation, de planification multiniveau pour la gestion de ressources naturelles. Spécifiquement en Ouganda, Éthiopie, on a beaucoup travaillé, au Kenya. Et puis plus récemment, au Sénégal, on a travaillé sur des dispositifs sur la conception participative de stratégies alternatives d'assainissement, dans lesquelles il s'agissait justement d'apporter beaucoup d'expertise externe dans des processus participatifs et voir comment on pouvait faire ça. Et les gros projets majeurs actuels avec le CIRAD, c'est 2 projets en Tunisie et au Brésil avec les gouvernements. Donc au Brésil, ce n'est pas tout le gouvernement, c'est l'État du Ceará, qui est un État parti des travailleurs, ce n'est pas le parti de Bolsonaro. Sur la réingénierie de la gouvernance multiniveau, interniveau de l'eau et d'autres ressources pour la Tunisie. C'est un projet de plusieurs années assez massif où on met en œuvre ces dispositifs. Donc voilà, comment ça se passe globalement. Là, c'est les exemples Ouganda, Éthiopie. On retrouve en fait le cycle qui a été présenté tout à l'heure avec la mobilisation de différents outils. Et avec, comme je l'ai dit précédemment, une mobilisation réelle des acteurs aux différentes étapes, c'est-à-dire leur laisser l'espace pour être partie prenante de ces étapes de conception du dispositif, de mise en œuvre. Et là, on mobilise effectivement, étape par étape, différents types de modélisation qui vont porter sur les stratégies, qui vont porter sur le système socio-environnemental avec la conception locale de jeux de rôle qu'ils vont utiliser pour changer, et puis des plans de mise en œuvre pour la phase mise en œuvre. En fait, on retrouve systématiquement des dispositifs de ce type-là. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est un schéma synthétique du dispositif en Ouganda, en multiniveau et multi-acteurs. Donc, les niveaux, vous les avez verticalement, la temporalité horizontalement. Et en fait, chacun des petits icônes représente des outils qui sont mobilisés. Et les traits noirs représentent des moments de co-réunion. Vous voyez qu'on a des réunions, par exemple, où vous trouvez dans la même salle des acteurs de niveau national, des parlementaires, des ministres, et vous descendez au niveau des communautés, vous avez des gens des communautés. Et quand je dis dans la même salle, ce n'est pas une tribune avec quelqu'un qui parle dans un micro, c'est des gens qui sont assis ensemble autour d'une table.
et qui font des choses ensemble, par exemple, utiliser un jeu. Donc voilà le type de dispositif qu'on a. Alors, en résumé par rapport à ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait modéliser? On fait modéliser plusieurs choses. Alors, au départ, l'origine, c'est d'abord la modélisation des systèmes socio-environnementaux. C'est ce qui était fait dans le groupe dit COMMOD, modélisation d'accompagnement, Companion Modeling, qui a été conçu et développé à partir des années 90 par François Bousquet, Olivier Barreto, Christophe Lepage, Michel Etienne, Patrick Daquino, etc. Avec l'idée que oui, les acteurs peuvent participer à la modélisation, oui, ils peuvent co-construire des connaissances, et oui, le fait d'utiliser leur propre modèle, ça va aider à produire éventuellement du changement. Donc nous, on a ça aussi, c'est ce qu'on fait avec les outils What a Game. Mais on fait modéliser aussi la gouvernance passée, c'est-à-dire qu'on fait modéliser finalement comment les processus de gouvernance et de décision passées se sont organisés. Donc c'est ce qu'on fait avec l'outil SMAG. On fait modéliser des observatoires participatifs. Donc ça, c'est une activité qui était plus limitée, qu'on aimerait bien arriver à redévelopper si on a les ressources humaines. Pour l'instant, c'est un peu le problème de staff. Travailler sur la justice sociale, c'est une vieille histoire depuis 2004 avec des collègues australiens sur les questions de justice, je l'ai dit. L'organisation de la décision, les plans de participation et de gouvernance future, c'est un domaine très important qui renvoie à un outil qui s'appelle Prépare pour pré-participation, qui a d'ailleurs une version spécifique recherche qui s'appelle Répar, recherche participative, dans laquelle en fait on fait co-concevoir aux acteurs leur propre plan de participation et construire éventuellement des chartes, ce qui s'inscrit bien dans les nouvelles clauses françaises, par exemple, sur le dialogue environnemental, avec les chartes de participation, avec ce que la CNDP, le CGDD promeuvent actuellement en matière de participation. Des stratégies territoriales intégrées, c'est co-plans. Les plans de mise en œuvre sur lesquels on travaille moins, malheureusement, du fait de la durée des projets, on aimerait bien. Et puis, tout ce qui concerne le suivi et évaluation avec les outils dits encore. Encore étant un acronyme sur lequel je dirais deux mots. Donc tout ça, c'est un cadre unifié qu'on a formalisé avec une diffusion de fiches méthodes, etc. Et voilà les types de fiches méthodes qu'on a, donc par exemple sur Prépare et encore. Et derrière, on a de la formation qui est mise à disposition des acteurs sous forme de MOOC ou sous forme de différents types de supports. Donc, je vais vous donner un exemple de la mise en œuvre. Donc, par exemple, ici, si on prend le cas de Prépare, un pré-participation, donc c'est un outil d'ingénierie de la participation. C'est un outil d'ingénierie participative de la participation. Ingénierie participative de la participation, ça veut dire on fait participer des acteurs à la façon dont ils vont organiser leur propre participation. Et donc, par exemple, on les fait travailler sur des étapes de prise de décision, on les fait choisir pour chacune de ces étapes qui sont représentées dans les fiches. Donc, c'est ce que vous avez, par exemple, dans le référentiel de l'Agence de l'eau RMC. On leur fait choisir l'intensité participative qu'ils veulent mettre en place, ici. Et puis, progressivement, décider des méthodes. Donc, en fait, il y a un référentiel de méthodes. Donc, les méthodes en participation, il y en a un très, très grand nombre. Les référentiels mondiaux, c'est plus de 1000 méthodes. Donc, il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais de réfléchir pourquoi on choisit telle ou telle méthode et avec quelle intensité. C'est quoi une intensité participative? C'est le fait de dire, on a un diagnostic à faire, on a un modèle à réaliser. D'habitude, on ne le fait jamais avec des citoyens. Là, on va peut-être décider de le faire avec des citoyens. Donc ça correspond à ce que vous avez ici, par exemple, sur un enjeu de diagnostic. Et vous voyez qu'on va pouvoir mobiliser de la cartographie participative, des jeux de rôle, des arbres à vœux, etc., etc. Donc il y a des fiches méthodes, et puis tout ça est documenté, etc. Et donc après, on leur fait construire ce qu'on appelle des matrices prépare. Donc c'est des matrices de pré-participation. Et en fait, ces matrices sont des grandes descriptions, acteurs, actions, et où le rôle des acteurs est mis au clair. Donc ça concerne aussi les chercheurs, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans un processus terrain avec des acteurs terrain réels et que vous voulez que les choses tiennent la route, vous pouvez avoir un processus de conception d'une recherche participative terrain, donc avec la version qui s'appelle Répar, recherche participative, qui va essayer de border un petit peu les lignes sur la façon de travailler sur le terrain. Donc j'avais fait de la formation par exemple avec des collègues de l'IRD là-dessus, et bon, c'est des choses qu'on a dans différents contextes. Je passe d'autres outils, je les ai évoqués tout à l'heure. Je vous montre un petit peu ce qu'on fait avec What a Game. What a Game, c'est une vieille histoire, c'est largement plus de 150 cas de mise en œuvre. C'est des outils qui vont permettre très facilement, finalement, de faire construire aux acteurs un modèle de leur bassin versant et l'utiliser pour des jeux de rôle. Donc, il y a un très grand nombre de cas, beaucoup de cas pédagogiques, parce qu'on fait quand même beaucoup de formations, et puis des cas opérationnels. Avec une notion d'autonomie, pardon, le transparent est en anglais, bon. Et un contexte où on a développé par exemple des outils comme celui-là, qui est Iniwag, qui est un sac en tissu avec des choses dedans et des règles
pour comment faire pour créer votre propre modèle de bassin versant, incluant les activités humaines, les régulations politiques et économiques, et pouvoir en discuter. Voilà. Donc, on a des processus normalisés de co-conception par les acteurs. C'est des temps rapides, hein, c'est-à-dire que la co-conception d'un prototype, c'est 1-2 jours. Après, bon, évidemment, il faut aller plus loin si on veut raffiner, et puis s'il faut mettre des données, on va devoir bosser. Mais enfin, ça peut aller très très vite, en fait, y compris, ça peut aller très très vite dans ce qu'on appelle le transfert de deuxième ordre, c'est-à-dire le fait de former des gens et les amener immédiatement derrière à animer des sessions avec d'autres. Donc c'est l'idée de la dissémination qui se renforce. Donc on a fait ça par exemple au Kenya ou en Nouvelle-Calédonie. Et c'est très important parce qu'évidemment c'est ce qui assure la diffusion. Alors on a développé d'autres outils dans ce cadre-là autour de What Again. Par exemple, l'enjeu c'est le kit pédagogique eau de l'Éducation nationale en France. Il y en a eu 5000. Qui va globalement du CM2 à la terminale. Puis nous, on l'utilise même en fac. Il y en a un peu partout disponible. Puis d'autres outils, alors je parlais tout à l'heure du Sénégal et des questions d'assainissement. Donc là, en fait, c'est le travail qui a été fait avec Acted et les collègues de RST Lyon sous la direction de Rémi Lombard-Latune dans le cadre d'un projet Europed pour développer un kit parmi tous les kits qu'on a dans WAG, hein, qui s'appelle WestWAG sur l'assainissement, qui inclut en fait tout l'état de la connaissance actuelle sur l'assainissement non collectif et avec un portage sur un dispositif adéquat pour être mis en place en contexte africain en termes de négociation dans les communautés et de travailler sur l'accompagnement social, sur les conditions de faisabilité sociale à l'échelle des familles et à l'échelle des collectifs, etc., en tenant compte des contraintes culturelles, etc. Donc, comment faire construire des plans d'assainissement au niveau local. Donc là, c'est intéressant parce que enfin, le reste aussi, mais c'est intéressant parce qu'ici, on a un très fort apport d'expertise. Juste pour en dire un mot, MyRiverKit, qui est un outil spécifiquement sur les services écosystémiques qu'on a fait dans le projet Interreg SPER avec STA Grenoble, qui est un outil simplifié, mais qui permet de traiter explicitement les services écosystémiques rivières, par exemple. Alors, bon, je vais peut-être passer le cas, simplement un exemple dont je parlais tout à l'heure sur la façon dont on met en place les choses avec différents partenaires. Ben, on va travailler avec des institutions, on va leur proposer de réfléchir à leur processus participatif, de tenir compte de là où ils en sont dans un schéma institutionnel, et puis de déployer progressivement des connaissances qu'on leur apporte en termes de participation. Donc, on fait de la formation, et puis après, on s'inscrit dans des processus réels. Donc là, par exemple, restauration hydromorphologique sur une rivière, un plan inondation sur 2 terrains, ou un plan de gestion des ressources en eau, donc gestion quantitative dans un autre terrain. Et les schémas que vous avez en bas, c'est leur processus participatif qu'ils l'ont défini. Donc là, par exemple, c'est le plan qui a été construit par les gestionnaires du bassin des US à côté d'Annecy pour leur dispositif. Et puis après, on fait la mise en œuvre avec eux et on les accompagne progressivement dans le déploiement des différentes méthodes. Et nous, on fait de la recherche parce que derrière, on fait du suivi évaluation de l'impact de ces méthodes et on dit ça marche pas, il y a des problèmes, etc. Et on fait des rapports. Derrière, de requalifier ça. Donc, typiquement, dans 2-3 semaines, là, on a la session finale de ce projet où tout va être mis en partage avec les différents partenaires, les groupes pilotes. Dans le cas de la Drôme, bon, c'est très similaire. La Drôme, ça a été un projet très important pour nous au niveau de son intensité participative, parce qu'il y a une vraie volonté locale d'aller relativement loin. Donc, le syndicat mixte de la rivière Drôme, dirigé par Christelle Fermont, que vous avez ici au milieu, a décidé, avec son président, Gérard Crozier, d'engager un vrai processus participatif citoyen sur la révision du SAGE, pas à la place de la commission locale de l'eau, mais en complément de la commission locale de l'eau, parce que la loi est ce qu'elle est, donc il faut s'y conformer. Donc, il y a eu des étapes, et en particulier, un des trucs spéciaux qui a été fait là, ça a été effectivement de faire co-construire le cadre de participation par les citoyens. Ils ont décidé quelle participation ils auraient, et puis après, ils ont engagé des étapes plus classiques, d'état des lieux, de planification participative. Donc, un état des lieux citoyen, enfin, le plan de participation, pardon, qui avait été décidé par les citoyens et qui a été effectivement suivi par les suites. Je passe ces éléments-là. Un point en passant, parce que quand même c'est un dispositif standard et intéressant, c'est l'utilisation de l'outil Coplan. Coplan, c'est un outil de planification stratégique participative
dans lequel en fait, on permet à des acteurs de tous les niveaux de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le territoire. Et puis après, pas de s'arrêter là, ce n'est pas la haute du Père Noël, mais d'en faire des stratégies intégrées et de se poser la question de la faisabilité et de l'efficience de ces stratégies en mettant les choses ensemble. En aucune façon, il s'agit d'avérer une connaissance sur les impacts de stratégies hyper complexes. On a plus de 100 propositions, mais au moins d'avoir mis en débat un certain nombre de questions qui ne sont pas mises en débat au départ, en s'appuyant sur un métamodèle d'action. Donc, c'est le métamodèle, c'est ce que vous avez ici. Donc, ça, c'est un métamodèle d'action. Donc, c'est un descripteur d'action qui oblige les gens à parler le même langage. Donc, qui parle d'arracher l'ambroisie, de mettre en place des restrictions d'activité canoë-kayak ou de créer un chemin en bord de rivière. On va leur demander de parler le même langage et donc de pouvoir se parler et de mettre les choses ensemble en regard. Voilà, ça fait partie du boulot. Et là, ce que vous avez, c'est des bandettes d'action qui sont intégrables pour discuter ça. Nouvelle-Calédonie, je vais passer. En gros, on peut juste retenir qu'on on continue à accompagner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur toute la politique de l'eau pour la mettre en participation. Je vais dire 2 mots sur le suivi évaluation avant de conclure. Donc, le suivi évaluation, pourquoi il est important? Il est important en tant que scientifique. Donc, il s'appelle ENCORE, ça veut dire externe, normatif, cognitif, opérationnel, relationnel, équité. Alors, à cet instant, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche adisciplinaire du suivi évaluation, mais qui cherche à regarder ce qui change finalement. Pas nous à regarder, mais aussi à faire regarder les acteurs sur ce qui change effectivement dans leur système. Et donc, il y a des étapes où on leur demande à partir de nouveau d'un métamodèle, de construire des objectifs et des indicateurs, et puis après de les suivre dans un contexte réel. Donc, ce n'est pas simplement qui participe, qui parle, mais c'est aussi qu'est-ce que vous avez appris, quelles nouvelles relations sociales se sont installées, quelles formes de justice se sont développées. Et puis de regarder la faisabilité, etc. Alors, il y a plein de méthodes pour mettre ça en œuvre, et c'est assez compliqué, ça demande de l'instrumentation, mais ce qu'on essaye de faire, c'est que maintenant, ça soit entrelacé directement avec la participation et que ça fonctionne de façon cohérente. Voilà. Et dernier point dans cette présentation, le rôle fondamental de la formation et du transfert. Donc ça s'appuie sur des outils de formation classiques, donc donner des cours à des étudiants, à des professionnels, à des citoyens y compris, et aussi des MOOC. Donc vous pouvez aller voir cette adresse en haut, là, de mooc.whatagame.info, dans lesquels vous avez des vidéos de présentation de ce qu'on a fait avec le réseau Agrinium dans le cadre d'un défi numérique, dans un module spécifique qui s'appelle Terreau & Co, qui rassemble en fait 50 heures, l'équivalent de 50 heures de formation avec 8 modules sur ces outils qui couvrent en fait l'ensemble de ces dispositifs de fonctionnement. Voilà. J'ai quasiment terminé. Donc, ça permet en fait à des groupes d'apprenants de se mettre dans une situation de gestion réelle. Il s'agit de former des groupes et on forme ces groupes à leur faire traiter un cas réel. Et donc, ils arrivent en fait à partir d'une analyse de cas réel, et on en a effectivement, il y a eu plus de 80 groupes depuis 2013, à leur faire produire un travail complet, que ce soit des étudiants ou des professionnels, sur un cas d'étude qui inclut la description, le fonctionnement et la stratégie. Voilà. Conclusion, on a beaucoup de questions de recherche au niveau des équipes et pas de ressources humaines gigantesques, mais on essaye d'avancer pas à pas sur comment faire adopter et intégrer ces outils, en particulier avec du numérique. Aujourd'hui, on a une connaissance technique de ça, mais pas suffisamment de déploiement. Les contextes multiniveaux différents, les problèmes d'accès, et puis le fait de travailler avec des modules des observatoires et des référentiels de données préexistants. Nous, on a plutôt une approche très qualitative quand même de beaucoup de choses. N'empêche qu'on est obligé d'avoir des éléments de validité, de véracité, évidemment. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On a une responsabilité aussi par rapport aux connaissances qui sont amenées. Voilà. Donc, vous avez la présentation sur l'adresse qui est là. Elle a été remise dans le chat. Et je m'arrête là. Et j'ai été un petit peu long, excusez-moi. Merci beaucoup, Niels. Donc, je propose qu'on démarre la session de questions-réponses. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point d'exclamation dans la conversation pour poser une question et puis je vous donnerai la parole, si c'est OK. Alors, Maureen a plein de questions. Je te laisse commencer, Maureen, et les autres, n'hésitez pas à… Voilà, Thierry Lebel aussi aura des questions. Je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Maureen Montagna. Donc moi, je suis chercheuse à l'IGE, pas du tout dans les domaines de l'eau et de l'environnement, mais peu importe. Depuis quelques années, je suis aussi chercheuse en autres méthodes de gouvernance et je me suis formée en gouvernance partagée, par exemple, qui utilise un peu des méthodes d'holacratie. Et donc forcément, j'ai été extrêmement passionnée par ta présentation, de voir qu'il existe autant d'énergie déployée pour une prise de conscience large, quoi, qui pénètre voilà, de plein de façons différentes. Franchement, je trouve ça super. Et donc, j'aurais plein de questions, mais je vais déjà peut-être en poser une première. Ça, c'est de la pure curiosité. Est-ce que au sein même de votre équipe de travail, du coup, vous avez abordé des méthodes de travail qui intègrent aussi des prises de décision participatives, une gouvernance participative, que ce soit par des méthodes classiques, holacratie ou autres, ou la vôtre? Est-ce que chez vous aussi, vous êtes votre propre objet d'étude? Bon, alors c'est une question tout à fait sympa et intéressante. Alors, je dirais que on n'a pas du tout formalisé ça et tu as raison de poser la question de façon réflexive parce qu'une certaine façon, c'est vrai que c'est pas aussi présent. Alors, ça est d'autant moins dans le contexte actuel. Euh, enfin, finalement, je dirais qu'on est relativement classique de notre fonctionnement d'équipe. D'abord, on est très éclaté géographiquement du fait des expatriations, des travaux dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est un point qui ne rend pas les choses très faciles. Après, non, de façon très honnête, je dirais qu'on a un fonctionnement assez classique d'une équipe qui humainement a de bonnes relations, etc. Mais par contre, on n'a pas systématisé les choses dans ces termes. Bon, en revanche, pour ce qui concerne, par exemple, l'utilisation d'une méthode comme REPA, recherche participative, donc ingénierie des processus participatifs pour la recherche, on peut éventuellement la mettre en place. On la met en place de façon régulière, on essaye de s'y référer. Et après, c'est plus dans les dimensions humaines de l'équipe. Je pense qu'on a une typologie de relation qui rend les choses, disons, assez fluides. En même temps, on est confronté exactement à la même situation que dans d'autres contextes, c'est-à-dire qu'on est tous au taquet sur 15 projets, etc. Et donc, voilà, il n'y a pas de magie, on n'arrive pas à faire forcément beaucoup mieux. Bon, après, on essaye de faire, mais voilà, notre réunion annuelle, elle, évidemment, elle a chanté, enfin, tout ça dans le contexte actuel. Non, ce qui est compliqué, c'est l'expatriation et la distance qui jouent un peu, dans certains cas, de façon problématique. Ok, merci. Et puis du coup, une deuxième question, peut-être, puis après, je promis, je laisse la parole aux autres. Est-ce que justement, là, c'était appliqué vraiment ce que tu nous as montré à la gestion de l'eau, donc bon, pour moi qui est un domaine relativement inconnu, mais est-ce que tous ces outils, ou est-ce que vous avez réfléchi à un transfert à des cas, ben, par exemple, je vais prendre cet exemple, moi qui me tient à cœur, la gouvernance d'un laboratoire de recherche, typiquement, voilà, un kit qui aiderait justement à modéliser soi-même quelle méthode on aimerait mettre en place de gouvernance dans un laboratoire de recherche. Voilà, je donne cet exemple-là, mais ça peut être pour un conseil municipal ou n'importe quoi. Oui, alors en fait, en réalité, si tu veux, depuis des années, dans toutes les formations qu'on donne, on a beaucoup de gens qui sont venus qui n'avaient pas du tout de thématique eau au cœur de leurs activités et qui ont transféré ça dans d'autres domaines. Je pense en particulier au problème de casser les silos dans une administration régionale, hein, c'était la région Bretagne. À une époque où j'étais intervenu en Bretagne, ça avait été un des enjeux. On l'a aussi sur d'autres institutions, d'autres administrations. Alors, du point de vue formalisation de ce transfert, on est vraiment dessus en ce moment. En fait, faut être très clair, on a un problème. Donc, je vois que ma chef d'unité est là. On a une question qui est, on est dans une. Moi, j'appartiens au département Aqua d'INRAE. On est dans une équipe eau. Donc, notre entrée sur les territoires, c'est une entrée eau. Alors après, l'eau, c'est super intégrateur. Donc, en fait, on va assez vite travailler plein de choses selon les terrains. Donc, si je prends la liste des très nombreux terrains sur lesquels on est intervenu, il y en a certains, on est entré par l'eau, mais en fait, on n'a quasiment jamais parlé d'eau. On a parlé de santé, d'alimentation, de pauvreté, de biodiversité, d'érosion des sols. En fait, l'eau, elle était là, mais en particulier dans les zones tropicales où il y a beaucoup d'eau, le problème se pose plus en termes de pollution, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point. Maintenant, sur la généralisation, sur le fonctionnement de la gouvernance interne des équipes, il y a eu des choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, on est en train de travailler beaucoup, en particulier avec les collègues de l'INRIA. Je ne pense pas qu'ils sont là parce qu'ils ont une réunion d'équipe ce matin de Grenoble, de l'équipe STIP, sur la méthode spécifique pour les territoires en transition et la façon dont on peut accompagner les transitions. Et pour moi, les transitions, aujourd'hui, elles ne se posent pas en termes d'accumulation technique, elles ne se posent pas du tout en termes de dire il faut accumuler des changements individuels, mais elles se posent en termes de transition sociale et politique d'abord, c'est-à-dire sur la façon de se considérer dans l'environnement social, de se considérer par rapport au temps long collectivement, et comment est-ce qu'on réorganise
nos modes de décision autour de ça. Après, la question de savoir si je mets du photovoltaïque, si je fais du tri, etc., elle vient. Donc, il y a un vrai débat autour de ça. Et donc, sur le champ des transitions, beaucoup de choses se positionnent. Maintenant, voilà, on ne peut pas être partout. On est déjà très, très limité dans nos capacités de réponse aux demandes qu'on reçoit. Donc, malheureusement, ça serait bien, mais on ne peut pas. Ok, ben encore un grand merci. Je passe la parole. Thierry, tu avais une question? Oui, bonjour, Thierry Level, je suis chercheur à l'IGE aussi. Bonjour. Je voulais alors d'abord merci pour ton exposé qui était effectivement très, très, très intéressant, très inspirant. La question que je me posais, qui peut prolonger un petit peu celle de Maureen d'une certaine manière, c'est est-ce que vous avez été amené à intervenir dans des situations de crise? C'est-à-dire que là, tout ce que tu montres, c'est un petit peu la construction de processus de concertation. On essaye d'anticiper un peu. Bon, j'imagine, il y a des problèmes, évidemment, qui sont sur la table et qu'il faut arbitrer. Mais quand on est vraiment dans la crise, là où les arbitrages deviennent tendus avec des enjeux très immédiats, est-ce que vous avez été amené à intervenir dans ce type de situation ou non? Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça? J'aime pas du tout faire le politique, donc je vais répondre non. Effectivement, non, pour différentes raisons. En fait, la raison pragmatique principale, c'est pas qu'on n'a pas de demande, c'est qu'on n'a pas le droit en général. Donc, tout simplement, pour des raisons que tu dois connaître, je sais un petit peu dans quel réseau tu es connecté, parce que tout simplement, la plupart des terrains vraiment en crise, en tant que fonctionnaire français, et comme on bosse sur le terrain, et ben, en fait, on ne peut juste pas y aller. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Alors, ça pourrait être le cas en France, par contre. Disons, il faut voir où est-ce qu'on met la limite de la crise. Récemment, j'ai été sollicité pour intervenir sur des problèmes de maintien de la paix, enfin des collègues de maintien de la paix. Je dis, mais nous, ce n'est pas notre boulot. On ne fait pas ça. Puis on nous dit, mais si, quand même, vous faites des trucs en amont. Oui, c'est vrai. On travaille dans des contextes qui sont borderline de la guerre. Moi, j'ai travaillé dans des endroits où j'aurais pas dû travailler, où j'ai travaillé accidentellement dans des zones rouges. Ça m'est arrivé de m'y retrouver parce que la frontière avait bougé. Ma chef entend rien. Et en fait, c'est une réalité pratique. Mais en réalité, par contre, on ne fait pas. Et en plus, il y a un autre phénomène. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même un domaine spécifique attaché à ça, qui est la médiation de conflits. Ce n'est pas exactement le même métier, ils ne travaillent pas exactement de la même façon. Et en particulier, ils ont une posture de neutralité sur un certain nombre de contenus que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que par rapport à des facilitateurs ou des médiateurs, au sens des formations normalisées de médiateurs et de facilitateurs, il y a des éléments de neutralité que nous n'avons pas. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire extrêmement attention dans les démarches de modélisation socio-environnementale, donc de ce qui est fait classiquement par les gens de la modélisation d'accompagnement, à ce qu'on soit. Enfin, ce n'est pas n'importe quelle connaissance et n'importe quelle assertion qu'on va soutenir et accompagner. Notre responsabilité est aussi que la colle soit faite entre un état de connaissance scientifique sur un problème et puis ce qui est manipulé manipulé au sens positif, hein, dans le dispositif. Voilà. Et puis la troisième chose, quand même, c'est qu'effectivement, on essaie de se situer relativement en amont, et donc c'est assez difficile. Alors, on a travaillé dans des situations qui étaient... Enfin, je ne peux pas me permettre de les appeler des situations vraiment de crise, mais par contre, des situations de conflit très forts, oui. Je pense en particulier au boulot qu'on a fait en Éthiopie. On était encore dans la phase dictatoriale de l'Éthiopie, et les groupes avec lesquels on travaillait, on avait l'administration qui représentait l'État dictatorial de facto, et les agriculteurs qui étaient soumis aux problèmes d'accaparement des terres, etc. Donc, des tensions, et il a fallu trouver des moyens quand même que le boulot se fasse entre eux. Donc ça, c'est vrai. Et puis, on a travaillé dans des endroits de forte migration. Je pense effectivement l'Ouganda. On travaille dans un village. 2 heures plus tard, il y a 30 000 réfugiés qui passent la frontière du RDC parce que c'était au moment de la guerre et qu'ils sont poursuivis par les rebelles, etc. Donc, bon, les tensions existent. Maintenant, ce n'est pas le cœur de notre activité. On n'a jamais eu cette prétention. Merci. Ceci dit, juste pour un petit rebond, quand je pensais crise, je ne pensais pas forcément des crises dramatiques au point de celles que tu viens d'évoquer. Hein. Il peut y avoir des crises dans les sociétés qui ne se traduisent pas directement par des conflits armés à l'instant T, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup à ça que nous on fait référence. Donc, dans des contextes où c'est quand même très, très tendu entre des groupes, on peut être amené à intervenir. Il y a un autre phénomène, par exemple en France, sur les situations hyper tendues,
qui joue, c'est qu'on est quand même un acteur public et qu'historiquement, venant de Sémagref, Firster, etc., c'est à la fois une histoire de réputation et de positionnement qui fait qu'on reste quand même un peu positionné centre technique avec un marquage gouvernemental. Et donc, ça pose aussi des problèmes pas complètement évidents sur la façon d'être identifié de l'identité qu'on a dans les dispositifs. On essaie de conserver une neutralité de posture, mais ce n'est pas évident. Ok, merci. Basile, tu avais une question? Oui, bonjour, merci, c'était super intéressant. En fait, c'était en rebond à la réponse que tu faisais à Thierry, en particulier sur la question de la posture et de la légitimité de l'intervention, en particulier dans les contextes africains, ou disons avec une histoire un peu lourde de relations géopolitiques. Et donc, la question, elle est plutôt de curiosité, c'est-à-dire que comment vous abordez cette problématique-là, qui ne s'exprime pas pareil, de la même manière dans les pays, selon les acteurs, j'imagine. Nous, c'est un problème auquel on peut faire face typiquement au Bénin, un pays dans lequel on travaille pas mal. Et j'avais une deuxième question qui est peut-être un peu plus alambiquée, mais c'est finalement quel est le point d'entrée typique du déploiement de ce type de pratique dans les projets de recherche en particulier. Parce que nous, par exemple, qui sommes plutôt physiciens de l'environnement et qui bossons sur les territoires, en l'occurrence africains, au sein d'une équipe, enfin de plusieurs équipes de l'IGE, finalement, on pense connaître les acteurs, mais parce qu'on a une culture de la recherche qui est celle du partenariat typiquement institutionnel, et donc on va travailler essentiellement avec les acteurs institutionnels et les collègues académiques, mais peut-être pas avec le tissu associatif ou le tissu citoyen. Et parce qu'en fait, on n'a pas cette culture-là. Et donc, comment on peut arriver, parce que moi, je ne sais même pas comment faire, pour mettre en place ce type de, c'est peut-être pas à moi de le faire, ce type de pratique dans la construction d'un projet de recherche. Comment ça se fait en pratique dans les réseaux? Voilà, j'étais un peu long, mais... Non, mais bon, ma réponse pourrait être très très longue. Je vais essayer de la faire pas trop longue parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc d'abord sur la question post-coloniale, pour dire les mots. Donc c'est central évidemment. Moi j'ai bossé dans 14 pays africains, des pays pacifiques qui sont aussi en position post-coloniale, Nouvelle-Calédonie, etc. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord démarrer tous les projets avec une explicitation de posture. Donc, ça c'est un premier point. De position et de posture dans les interactions qu'on a avec nos interlocuteurs au départ. Ce qui va me permettre d'aborder assez vite, effectivement, avec qui on travaille, comment on commence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on n'intervient quasiment pas. Donc, je n'ai pas forcément été assez explicite et je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais on fait faire. Donc, c'est une fausse intervention de deuxième, troisième niveau. C'est-à-dire qu'en réalité, forcément, on intervient, donc on a quand même une position d'une certaine forme de colonialisme de l'esprit dans le système, puisqu'on amène des choses différentes. On fait bouger des lignes, enfin on essaye que des lignes bougent, sinon on ne ferait pas notre boulot, mais c'est jamais nous qui, par exemple, animons des processus. Les seuls processus qu'on anime nous-mêmes, c'est la formation de ceux qui vont les animer localement. Bon, là, d'abord, il y a une raison absolument évidente, c'est que dans tous les contextes, Afrique, Asie, etc., enfin Afrique, Pacifique, pardon, où on travaille, on ne maîtrise pas la langue, très mal la plupart du temps, pas la culture, aucun des codes sociaux, etc. Donc, ce n'est pas à nous de le faire. Et on s'organise systématiquement pour qu'on ne fasse rien. Et moi, j'ai écrit il y a longtemps un machin en plein réaction avec les copains de la modélisation de l'accompagnement qui s'appelle l'éthique du dégagement. Et l'éthique du dégagement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut travailler à ce qu'on ait à la fois un impact transformatif tout en minimisant cet impact. Alors, évidemment, c'est une contradiction qui est très difficile à tenir. Il faut vraiment travailler là-dessus. On a besoin de prendre notre distance. Alors, il y a quelques exemples tout à fait criants de cette question. Par exemple, actuellement, dans le projet en Tunisie, qui est un très, très gros projet AFD, CIRAD, sur la décentralisation de la gestion des ressources naturelles, le gros boulot que j'ai fait, moi, c'est de l'ingénierie de gouvernance au niveau vraiment du processus institutionnel et participatif. On a tout fait pour imposer que les comités de territoire qui étaient mis en place, qui étaient une nouveauté au niveau vraiment micro-local, soient à parité de genre et à parité d'âge. Et que non seulement ils le soient constitutivement, mais qu'ils le soient opérationnellement et en termes de pouvoir. C'est-à-dire qu'il fallait mettre des règles du jeu pour que, quand bien même les femmes sont effectivement présentes dans les délibérations, en plus, leur voix soit effective dans la décision prise. Évidemment,
c'est très, très colonial comme approche d'une certaine façon. Et ça pose tout le problème de la relativisation des valeurs, etc. Mais on l'a imposé dans les limites aussi de notre mandat. C'est-à-dire que c'est aussi lié au fait que localement, il y a un corps de personnes qui ont porté ce projet au gouvernement de la Tunisie, pas dans le champ politique, mais dans le champ administratif, technocratique, et qui disaient oui, on a besoin de ça. Et donc, ils sont entrés. Alors, ça m'amène à répondre en fait à ta deuxième question sur comment. Bon, alors, nous, on rentre quand même principalement par des appels institutionnels, donc par des demandes institutionnelles et des financements de bailleurs pour la partie africaine ou des financements institutionnels en France avec des agences de l'eau, avec des financements. Les dernières années, on a relativement peu monté de projets recherche-recherche, si tu veux, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on a beaucoup de projets qui sont des projets plutôt de financement hybride, où il y a de la recherche qui est possible, mais qui sont quand même plutôt des projets opérationnels ou des financements directs de structures et de collectivités. Dans les contextes africains, on prend l'exemple par exemple du Sénégal sur l'assainissement. C'est un projet Europed avec un porteur Acted, donc énorme ONG française, dans lequel on intervient en appui méthodo. Voilà, c'est un exemple type standard de schéma. Alors, sur la question du saisissement des réseaux locaux, citoyens, associatifs, etc., alors on a tout un ensemble de pratiques. Pour moi, c'est un peu de la cuisine et on l'admet tout à fait, mais c'est comme ça que ça tourne. Pour que ça puisse fonctionner, le truc de base, c'est qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle un ou plusieurs champions. C'est des pilotes de processus qui ont une position particulière. Ce n'est pas forcément des gens puissants au niveau du système institutionnel, mais qui par contre ont des entrées de réseau adéquats, qui sont motivés pour faire bouger les choses et qui vont créer cette ouverture et cette entrée. Parce que ce n'est pas nous qui allons l'utiliser, pour plein de raisons. Dans les contextes multiethniques, donc ça renvoie un peu à la question de Thierry Lebel, beaucoup d'endroits où on travaille, on a des tensions interethniques fortes. Ça, c'est vrai. On est dans des situations de tensions interethniques. Donc, il faut trouver aussi des groupes porteurs qui fassent que les entrées dans les groupes ethniques fonctionnent. Donc, c'est le cas évidemment en Nouvelle-Calédonie, c'était le cas en Ouganda où les contextes interethniques ne sont pas évidents non plus, c'est le cas en Éthiopie dont on entend parler malheureusement actuellement, etc. Et donc, à chaque fois, il y a une espèce de pré-ingénierie qui est très classique, non seulement d'analyse du système d'acteurs, mais à la limite, c'est presque pas nous qui le faisons. On leur demande simplement de réexpliciter entre eux quelle est la situation sociale, qui sont les oubliés du système, et on cherche quand même à travailler l'inclusion, parce qu'en participation, c'est un des enjeux forts. Donc là, je parlais des femmes et des jeunes dans le contexte tunisien, qui est loin d'être le pire, hein, en plus. Mais c'est vrai pour d'autres cas où il y a des problèmes religieux ou des problèmes ethniques. Mais en tout cas, c'est très lié à la façon dont on fait faire, on laisse faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas, nous, à venir réaliser une action particulière. On propose des choses, ils s'en saisissent ou pas. D'ailleurs, c'est très frustrant parfois en tant que chercheur, et c'est très problématique du point de vue de l'instruction d'un projet de recherche, que d'avoir un projet dans lequel, et c'est systématique depuis longtemps pour nous, ça date depuis 2004-2005, on fait des projets de recherche, on écrit dans le projet, on va laisser les acteurs décider ce qui va se passer, et puis financez-nous. Alors là, autant vous dire après, il faut bien expliquer et puis montrer comment ça marche, parce que derrière, on n'est pas du tout certain que les trucs vraiment intéressants pour la recherche vont être faits. Tout simplement parce que, et on a eu le cas sur la Drôme, clairement sur la Drôme, on avait très envie, nous, de réactiver fortement la dimension jeu de rôle territorial, etc., comme outil d'apport transformatif. Finalement, les acteurs ne s'en sont pas saisis, donc ça n'a pas eu lieu. Et on le déplore, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Alors, évidemment, dans le monde académique, ce n'est pas complètement évident, et ce n'est pas toujours évident non plus de publier dans les revues classiques tout ce boulot-là. Heureusement, il y a quelques revues. Enfin, nous, ça tombe sur Journal of Environmental Management, ça tombe sur Ecology and Society, ce genre de trucs, mais c'est pas toujours très facile. Merci. Merci. Alors, j'ai a priori personne d'autre qui veut intervenir, donc sauf si réaction à chaud directement, je pense qu'on peut mettre fin au séminaire en te remerciant à nouveau, Niels. Merci beaucoup pour ton organisation, Théo, et puis
Je veux bien le lien vidéo si c'est possible. Bah, écoute, quand je vais clore la session, on verra si l'enregistrement aura marché. Voilà. J'ai loupé quelques premières minutes, mais bon, voilà. D'accord. Et je répète pour tout le monde, vous avez le lien dans la présentation. Enfin, bon, bref. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter pour des questions ou des supports. On n'est pas des champions de com classique, mais enfin, on a quand même un certain nombre de choses en ligne. Beaucoup de choses. Bon, en temps normal, on aurait été manger ensemble. Je propose qu'on remette cette partie à plus tard à l'occasion d'une de tes venues à Grenoble et que Avec tu plaisir. nous contactes. Et ça serait vraiment sympa d'échanger de Voilà. façon Donc, moins distancielle. Je rajoute juste une chose, parce que c'est quand même important dans le contexte, c'est que moi, j'appartiens au département Aqua d'INRAE. L'équipe Etna de Grenoble appartient au département Aqua d'INRAE. Donc, une de mes options, parce que pour des raisons personnelles, je suis en train de travailler mon retour à Grenoble, comme tu le disais, est tout simplement de me rattacher à Etna pour éventuellement un rapprochement avec l'IGE. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci, à bientôt à Grenoble. Merci, à bientôt. Au revoir. Avec plaisir.